Salut les gars. Le film de science-fiction et d'action, Real Playing Game, RPG, s'ouvre sur l'arrivée du milliardaire Steve Battier à un aéroport privé. Il est conduit au siège de Real Playing Game, RPG, une organisation spécialisée en géroneurologie. Là, Battier rencontre Monsieur Chan, le chef des opérations. Monsieur Chan révèle que son organisation a inventé un programme capable de transférer toutes les mémoires d'un cerveau à un autre. Cela leur permet de transférer temporairement l'esprit d'une personne âgée dans un corps jeune, battant ainsi le vieillissement pendant quelques heures. Les personnes âgées sont plongées dans un sommeil médicalement provoqué pendant que leurs informations cérébrales sont transférées dans des corps plus jeunes. Elles sont ensuite placées dans un environnement de simulation artificielle où elles peuvent expérimenter leur nouveau corps jeune. Monsieur Chan a ajouté une tournure passionnante. L'organisation compte actuellement 10 clients fortunés participant au programme. Au lieu de simples activités, ces participants prendront part à un jeu où un seul de leurs corps jeunes atteindra la ligne d'arrivée. Ils ressentiront une douleur réelle dans leur jeune corps s'ils sont éliminés du jeu, mais leurs corps réels seront sains et saufs. Seul le gagnant pourra profiter des 10 heures complètes de jeunesse dans le jeu. Battier exprime son inquiétude, mais Monsieur Chan souligne que les 9 autres participants ont déjà donné leur accord. Le vieux milliardaire, trouvant sa vie trop ennuyeuse, accepte finalement les conditions et paie les frais. Il choisit un homme grand et beau parmi les corps disponibles et entre dans une machine. Son vieux corps est endormi, et son esprit est transféré dans le corps jeune à l'intérieur du jeu. Dans la scène suivante, Battier se réveille dans ce qui semble être une colonie de maisons résidentielles abandonnées. Il se souvient de qui il est, mais n'a aucune idée de pourquoi il se trouve là. Les autres participants se réveillent également dans leur corps jeune dans différentes parties de la colonie, sans se souvenir de la façon dont ils sont arrivés. Alors que Battier inspecte la zone, il rencontre la concurrente numéro 2, une belle jeune femme. Elle lui demande s'il sait où ils sont. Alors qu'ils discutent, il tombe sur 2 autres concurrents. Le numéro 3, une jeune femme avec un bâton, et le numéro 4, un jeune playboy. Le numéro 3, méfiante, s'enfuit. Le concurrent numéro 5, qui les observait depuis un bâtiment voisin, les rejoint. Alors qu'ils discutent, ils entendent un cri et courent vers lui. Ils trouvent le concurrent numéro 6 hurlant d'agonie, avec du sang sur son oreille gauche. Il révèle qu'une femme folle portant un bâton, la numéro 3, l'a attaqué avant de s'enfuir. Après avoir soigné ses blessures, le groupe retourne aux bâtiments abandonnés pour chercher des indices sur l'endroit. Peu après, le reste des concurrents les rejoignent, le numéro 7, un jeune homme asiatique, le numéro 8, une blonde aux yeux bleus, et le numéro 9, une femme blanche aux cheveux raides. Le 10e concurrent est une femme noire à la peau claire avec des cheveux bouclés. Tous se dirigent ensuite vers le bâtiment le plus haut de la colonie pour chercher des indices. À l'intérieur, ils sont accueillis par un hologramme de Monsieur Chan, qui se présente comme le maître du jeu. Il révèle qu'ils sont actuellement dans un jeu, tandis que leurs vrais corps sont au siège de RPG. Monsieur Chan ajoute que ce ne sont pas leurs vrais corps et qu'ils sont tous des personnes âgées, riches, puissantes et célèbres, qui ont payé pour revivre leur jeunesse. Le maître du jeu donne un aperçu rapide de leurs véritables identités, sans dire qui est qui. Les 10 identités sont, le milliardaire chinois Li Meng, le baron russe du KGB Borissev, la star hollywoodienne Kate Barrington, le playboy colombien Carlos Santiago, l'artiste Yasmine Nova, la princesse norvégienne Alice Faka, le milliardaire Steve Battier, la voix off rappelle que c'est le corps de Battier, la chanteuse lesbienne recluse Limaria Molu, la star de football Roré Valdez, le dictateur africain Okaba. Les hologrammes de ces personnes apparaissent dans la pièce, avec des badges contenant toutes leurs informations. L'ambiance du groupe s'assombrit lorsque Monsieur Chan annonce les règles du jeu. Un seul d'entre eux restera en vie à la fin, et l'un d'eux doit mourir toutes les heures, sinon le jeu éliminera un participant au hasard. Ils ne peuvent tuer que lorsqu'ils connaissent la véritable personne derrière le corps. Toute identification erronée de l'hologramme du participant tué sera punie par la mort. Après avoir informé les participants qu'il leur reste moins d'1 heure avant la première mort, le maître du jeu disparaît, laissant les 10 hologrammes derrière. Le groupe, choqué, décide de trouver un moyen de sortir de cette colonie. Ils se dirigent vers la forêt environnante et atteignent un mur qui semble délimiter toute la colonie. Le concurrent numéro 5 suggère de le franchir, mais Battier l'arrête. Il lance une branche de bois sur le mur, et celle-ci est instantanément réduite en cendres, montrant que la zone est gardée par une haute tension. Le groupe décide d'attendre la fin de la première heure pour s'assurer que le jeu tue vraiment les concurrents. Des clics se forment au sein du groupe. La belle blonde numéro 8 et le numéro 5 s'embrassent près d'une piscine abandonnée, tandis que Battier et le numéro 2 restent ensemble. Ailleurs, les 2 femmes, le numéro 9 et le numéro 10, se promènent près du mur et commencent à flirter. Lorsqu'elles s'embrassent, le numéro 10 remarque que quelque chose ne va pas. Elle commence à se demander si la personne qu'elle embrasse est réellement une femme dans la vraie vie. Elle pousse le numéro 9 contre le mur électrique. La haute tension la tue instantanément, réduisant son corps à un désordre noir et calciné. Le numéro 9 s'avère être Roré Valdez, la star du football, qui se faisait passer pour une femme. Battier et le numéro 2, qui ont assisté à la scène de loin, savent que le premier meurtre a eu lieu. Le numéro 10 se précipite vers le bâtiment des hologrammes et devine correctement la véritable identité du concurrent qu'elle vient de tuer. Tout le monde se rassemble dans la salle des hologrammes. Le numéro 10 ment, prétendant ne pas savoir qui a tué Valdez. Battier et son ami ne révèlent pas son acte. La psychopathe numéro 10 jette alors son dévolu sur le numéro 3, la jeune femme en short en jean, et entame une conversation amicale avec elle. Pendant ce temps, le numéro 6 voit le corps calciné près du mur. Terrifié par cette mort horrible, il décide d'agir par lui-même. Il ramasse une pierre tranchante et se dirige vers le bâtiment des hologrammes, où les numéros 4, 5 et 8 sont en train de parler. Il se faufile derrière eux, attrape le numéro 8 à la gorge et la tient en otage avec la pierre.
L'ayant vu s'embrasser avec le numéro 5 plus tôt, il suppose qu'ils ont échangé leurs véritables identités. Il demande au numéro 5 de révéler qui ils sont vraiment, mais celui-ci reste étrangement calme et refuse de parler. Furieux, le numéro 6 traîne la blonde devant les hologrammes et commence à deviner qui elle pourrait être. Il suppose qu'elle doit être une actrice solitaire dans sa vraie vie puisqu'elle a immédiatement cherché le gars le plus fort du groupe. Il l'achève brutalement, croyant que son vrai nom est Kate Barrington, mais sa prédiction s'avère incorrecte. Comme la prédiction du numéro 6 était incorrecte, il meurt immédiatement. Il s'avère que le numéro 8 était en fait l'artiste Yasmine Nova. L'hologramme d'Okaba disparaît alors, confirmant que le numéro 6 était le dictateur africain. Pendant ce temps, Battier et le numéro 2 s'embrassent dans un bâtiment abandonné. Battier, fatigué par l'épreuve, finit par s'endormir. Saisissant cette opportunité, le numéro 2 attrape une branche d'arbre pour lui fracasser la tête, mais Battier se réveille juste à temps. Une échauffourée s'ensuit, et il la pousse involontairement dans un puits voisin, entraînant sa mort immédiate et tragique. Bien que choqué, Battier doit maintenant deviner son identité. Il se rend dans la salle des hologrammes, supposant que la femme était la star hollywoodienne Kate Barrington en raison de son comportement apparemment impoli et gâté. Heureusement, la supposition de Battier s'avère exacte, et sa vie est épargnée pour l'instant. D'un autre côté, la séance de baiser entre le numéro 3 et le numéro 10 tourne mal lorsque ce dernier essaie d'étouffer sa partenaire. Cependant, le numéro 3 parvient à se dégager et blesse même le bras de sa rivale. Le numéro 10, effrayé, se précipite vers la salle des hologrammes où le jeune homme asiatique se cachait. Il la confronte, révélant qu'il sait qu'elle a tué la star du football Roré Valdez. La femme rusée essaie de trouver une excuse, mais il la pousse. Elle fait une chute de 2 étages et meurt. L'homme asiatique choisit alors correctement son hologramme, elle était la chanteuse Maria Molino. Après cela, tous les membres restants se rassemblent près de la piscine abandonnée. Ils discutent et conviennent qu'ils devraient laisser le temps s'écouler jusqu'à la fin de la prochaine heure. Cependant, cette paix ne dure que quelques minutes, car le numéro 7, le gars asiatique, pense qu'il connaît la véritable identité du numéro 3. Sans révéler comment il a obtenu cette information, il se lance immédiatement à sa poursuite tandis que les autres se contentent de regarder. Le numéro 3 se réfugie dans le bâtiment des hologrammes, cherchant désespérément un endroit où se cacher. Elle tombe sur une petite cachette où elle trouve une boîte étiquetée « Bonus ». À l'intérieur se trouve un pistolet, 9 balles et du Viagra. Elle charge une balle dans la chambre et sort pour affronter le numéro 7. La scène se déplace brusquement vers la piscine où les 3 hommes, Battier, le numéro 4 et le numéro 5 discutent. Soudain, ils entendent un coup de feu provenant du bâtiment des hologrammes. Impatient de savoir ce qui s'est passé, le numéro 4 se précipite, tandis que Battier et le numéro 5 le suivent prudemment. De retour dans le bâtiment, le numéro 3 a tiré sur le jeune homme asiatique à l'estomac, mais n'étant pas sûr de son identité, elle le laisse en vie pour le moment. Elle se précipite hors du bâtiment avec l'intention de tuer tout le monde avec son arme, mais le numéro 4, qui s'était avancé, parvient à se cacher près d'un escalier avant qu'elle ne puisse le trouver. Alors que le numéro 3 se précipite dehors, le numéro 7, blessé, lui crie dessus. Il se tient debout malgré un saignement abondant. Dans un coup de théâtre choquant, le jeune homme asiatique saute du bâtiment et s'écrase sur le sol en dessous, mettant fin à ses jours. Cela oblige le numéro 3 à choisir le bon hologramme dans les 15 minutes, sous peine de mourir. Elle retourne dans le bâtiment, pour être prise en embuscade par le numéro 4 dans la salle des hologrammes. Il lui arrache l'arme, mais se montre trop arrogant. Au lieu de la tuer immédiatement, il lui suggère de s'embrasser tout en la menaçant avec le pistolet. Cependant, le numéro 3 refuse, soulignant que l'arme n'a pas de balle. Elle révèle qu'elle n'avait chargé qu'une seule balle et caché le reste. Elle profite de cette distraction momentanée et poignarde mortellement l'abdomen du numéro 4 avec une tige d'acier qui traînait. Peu de temps après, le numéro 5 et Battier arrivent également dans la salle des hologrammes et trouvent le numéro 4 mort avec l'arme à côté. Battier s'en empare immédiatement, mais le numéro 3 révèle qu'elle a toutes les balles. Elle se dirige vers les hologrammes, car il est évident à ce stade que le numéro 4 était le playboy Carlos Santiago. Dès qu'elle appuie sur le bon hologramme, Battier s'enfuit, pleinement conscient que la partie touche à sa fin. Voyant cela, le numéro 5 attrape une tige d'acier et se lance à sa poursuite. Les 2 hommes se retrouvent de chaque côté du puits dans lequel l'actrice Barrington était tombée plus tôt. Utilisant ses talents de persuasion, Battier convainc le numéro 5 d'attendre la fin du temps sans effusion de sang. Il jette le pistolet dans le puits en gage de son engagement envers la paix et demande au numéro 5 de faire de même. Ce dernier réfléchit un moment et finit par abandonner son arme. Cependant, à l'insu de lui, Battier avait ramassé et caché un morceau de bouteille en verre cassé dans sa poche. Au moment où le numéro 5 lui tourne le dos, Battier le poignarde à la gorge, entraînant sa mort douloureuse. Après cela, le milliardaire se rend dans la salle des hologrammes et devine correctement que le numéro 5 était l'oligarque russe Borissev. Il se dirige ensuite rapidement vers le numéro 3, qui s'est réfugié dans les bois. Il utilise à nouveau ses compétences de persuasion et la convainc de passer un bon moment pendant que le temps s'écoule. Les 2 commencent à s'embrasser, et lorsque sa garde est baissée, Battier la poignarde à la gorge avec le morceau de bouteille. Dans la scène finale, Steve Battier, désormais le seul homme en vie dans le jeu, est déclaré vainqueur. Après 10 heures passées dans un corps jeune, il sort de la machine RPG en tant que vieil homme. Plus tard, alors qu'il est conduit à l'aéroport, il se regarde dans le rétroviseur de la voiture. Au lieu de voir un vieil homme au bord de la mort, il voit l'image d'un jeune homme le regarder. Cela indique que Battier a maintenant une passion renouvelée pour vivre pleinement sa vie malgré son âge.